Bonjour tout le monde, on va continuer aujourd'hui avec le cours de virologie. On va commencer avec les herpès virus. On va essayer d'alléger le maximum de ce cours, pas seulement les herpès virus, tout le cours entier, afin d'avoir une place pour le virus de coronavirus et surtout la variant COVID-19. Donc aujourd'hui, on va discuter les points les plus essentiels dans les virus des herpès. On va prendre, titre d'exemple, à partir de cette grande famille, le virus de l'EBV. Normalement, je discuterai l'EBV et le CMV. Euh, cette année, on va juste prendre le virus de l'EBV pour laisser de la place, comme on a dit, pour le COVID-19. Donc, la famille des herpès virus, c'est une famille qui contient une centaine de virus connus qui sont capables d'infecter les animaux et les êtres humains. Mais parmi cette famille, il y en a juste 8 herpès virus qui sont humains. Ça veut dire qu'ils sont capables d'infecter l'être humain. Donc, parmi ces 8, comme on a dit, on va étudier juste le BV. Mais on va avoir quelques idées à propos de la famille elle-même. Donc, comme c'est une famille, ça veut dire qu'ils ont des caractéristiques en commun. On va avoir leurs caractéristiques en commun, juste cette partie de la famille. Donc, ce sont des virus ubiquitaires, ça veut dire que ça infecte beaucoup des personnes dans le monde. Donc, à peu près, on a plus que 90% de la population, elle est infectée par les RS virus, dont la dissémination, elle est volontaire, endémique dans de nombreuses régions. Donc, ce ne sont pas des virus qu'on les trouve, par exemple, en Afrique, non pas en Europe, ou bien en USA. Donc, ce sont des virus qui infectent à peu près toute la population mondiale. Généralement, l'infection, elle est bénigne. Les infections par les herpès virus se signalent par leur forte morbidité, voire leur mortalité dans différents groupes de patients. Donc, normalement, dans la majorité des personnes ou bien des gens infectés, l'infection, elle est bénigne, elle n'a même pas des signes cliniques importants. On va les avoir, les signes cliniques de l'infection, comme c'est comme n'importe quelle infection grippale, par exemple. Mais par contre, chez les patients, bien chez les personnes à âge extrême de la vie, ou bien au cours de la grossesse, ou bien les maladies, ou bien les patients, pardon, immunodéprimés, comme celle infectée par HIV dans le stade SIDA, l'infection à l'EBV pourrait être ou pouvait être même mortelle. Alors, la famille des familles des herpès virus sont nommées par leur numéro HHV1, HHV2, 3, etc. Ou bien on peut avoir leur nom propre à eux, voilà, comme herpès simplex, virus type 1, varicelle, zona, virus de l'EBV, Epstein-Barr virus, cytomégalovirus, etc. Donc voilà, quand vous voyez, si vous vous rappelez de la classification de l'ICTV, on a trois sous-familles, les alpha, bêta et gamma herpes virinae, là où ça se distribue les 8 herpes virus. Comme on a dit, comme c'est une famille, ils ont des points en commun. C'est quoi leurs points communs? Toutes ces virus ont en commun une structure identique et possèdent une étroite spécificité d'espèce. Donc, on voulait dire quoi? On voulait, voilà, tous ces virus possèdent un génome ADN, ils ont tous un capsid et ils ont tous une enveloppe. Et ils ont une spécificité d'espèce. Chaque membre de cette famille, chaque virus de cette famille possède une spécificité d'espèce. Un virus qui est capable d'infecter l'homme, il n'infecte pas les animaux et vice-versa. Toutes les 8 virus de l'herpès virus possèdent une cycle de réplication complexe, mettent en jeu une cascade d'activation enzymatique. Donc, ces cycles de réplication, on va la voir plus en détail après dans le BV. Comme tout cycle de réplication de n'importe quel virus, ça demande vraiment une cascade d'activation enzymatique afin que ce virus il sera capable de se répliquer ainsi que de s'exprimer. Alors, je reprends ici. Moi, je me base que vous avez déjà eu un cours de génétique. C'est pour ça que je ne vais pas réexpliquer c'est quoi une réplication et c'est quoi une expression. Ok. Donc, vite fait, réplication, c'est lorsque un génome en ADN, il se réplique pour donner un autre génome en ADN. C'est un petit peu comme la réplication cellulaire. Par contre, une expression, ça veut dire un ADN, il a donné naissance à un ARN qui, par la suite, il va donner naissance à une protéine. C'est juste pour vous rappeler un petit peu la différence entre réplication et expression.
puisqu'on va l'utiliser plusieurs fois dans ce cours. Troisième point en commun, c'est qu'une infection initiale suivie d'une infection latente. Donc, après la première infection de ces 8 virus, de l'herpès-virus, tous ces 8 virus, ils passent en cycle latente. Donc, ils arrêtent de se répliquer, ils arrêtent d'avoir des nouveaux virions et ils passent en latence. On va la prendre et la comprendre mieux lorsqu'on discute le virus de l'EBV. C'est quoi la latence exactement? Pour vous, pour l'instant, latence, ça veut dire le virus, il n'est pas en train de se répliquer, il n'est pas en train d'exprimer des nouveaux, ou bien de se répliquer pour donner naissance à des nouveaux virions. Donc, ces infections secondaires assurent aux herpès virus une persistance dans l'organisme toute la vie. Donc, après la première infection, le virus il va nous accompagner pendant toute la vie. Le contrôle de la réplication de ces herpès virus dépend essentiellement de l'immunité cellulaire. Donc, toute la vie qu'on a un bon système immunitaire, une bonne réponse immunitaire, le virus il va rester en latence. Il ne va pas se réactiver, il ne va pas rentrer en réplication. Par contre, comme on a dit, dans le cas des personnes âgées, cas de grossesse par exemple, cas des personnes immunocomprimées, déprimées, là, le virus il peut sortir de sa latence et il peut rentrer en cycle lytique. Ça veut dire qu'il va commencer à produire des nouveaux virions. Okay. L'immunité, essentiellement, qui rentre en jeu dans la réponse immunitaire de ce type de virus, c'est l'immunité cellulaire. Qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristiques distinctives? Chaque virus, de quoi il est caractérisé? Il est caractérisé par son tropisme cellulaire, in vitro ainsi que in vivo. Là, il faut qu'on se définisse c'est quoi un tropisme cellulaire. Tropisme cellulaire, ça veut dire ce virus, il est capable d'infecter quel type de cellules. Si vous vous rappelez un petit peu, la première étape de la réplication virale, bien de la cyclétique virale, pour être plus précise, c'est l'attachement. Lors de l'attachement, il y en a les glycoprotéines qui se présentent à l'extérieur du virus, que ce soit au niveau de l'enveloppe, si le virus est enveloppé, ou bien au niveau des capsides. Là, dans le cas des herpesvirus, comme tous, ils possèdent une enveloppe. Donc, on parle des glycoprotéines qui sont au niveau de l'enveloppe. Ils vont reconnaître des récepteurs cellulaires spécifiques à chaque glycoprotéine. Donc, vous pouvez l'imaginer comme un flou mftah. Donc, chaque virus, il possède ses récepteurs spécifiques. Ça veut dire qu'il possède un type cellulaire spécifique qu'il est capable de l'infecter. C'est ça ce qu'on appelle un tropisme cellulaire. OK? Certains sont oncogènes. Ça, c'est pour ça qu'on est en train d'étudier cette famille des virus, puisque parmi eux, il y en a des virus qui sont oncogènes. On va donner, comme on a dit, le virus de l'EBV, qui est un virus oncogène, c'est un oncovirus. Là, on va essayer de comprendre, de prendre le bébé comme un exemple typique afin de comprendre comment un virus il est capable de déclencher une réaction, un processus cancérigène dans la cellule. Leur cycle de réplication possède des caractéristiques propres à chaque herpès-virus. Alors là, ils ont des points distinctifs, caractéristiques de chaque virus lors de leur réplication, ce qui va affecter l'impact thérapeutique, bien sûr. Comment vous pouvez la comprendre mieux lorsqu'on discute les antiviraux et comment les antiviraux marchent. Maintenant, ça va être un petit peu difficile de vous expliquer comment la différence dans les étapes de réplication peut affecter le traitement. Donc là, on a le cytomégalovirus, comme on a dit, on ne va pas l'expliquer cette année, on va le zapper pour y aller vers l'herpès virus. Alors, heureusement, cette année, vous ne serez pas responsable de ce virus. En se passant directement vers le virus d'Epstein-Barr, le BV, donc c'est un virus, comme on a dit, c'est un herpès virus de type 4, donc son nom c'est HHV4, il appartient à la famille des herpès viridae, comme on a dit, la sous-famille des gamma herpès viridae. C'est un virus classé parmi les grands virus qui possèdent une taille entre 150 et 200 nanomètres. Cette grande taille, elle est venue de son enveloppe. Il possède une enveloppe, il possède une capside, un génome. Donc, c'est pour ça qu'il a une grande taille. Comme structure, comme vous voyez, une structure typique d'un virus à ADN enveloppé. Vous voyez
À l'extérieur, on a l'enveloppe. Sur ces enveloppes, on a les glycoprotéines. À l'intérieur, on trouve le capside. Entre le capside et l'enveloppe, on trouve le tégument. On a déjà expliqué la fonction de chacune de ces parties dans la séance précédente. Je ne vais pas l'expliquer maintenant. Et à l'intérieur, on trouve un ADN à double bras. Donc, l'ADN de ce virus, c'est un génome à ADN double bras. Comme on a dit, donc le génome, c'est un ADN double bras linéaire. Il est enroulé sur des protéines, un petit peu comme l'ADN humain. La capside possède une structure icosaédrique et, comme on a dit, il possède un tégument et l'enveloppe lipidique. On a deux types de ce virus, le BV de type A et le BV de type B. Le type A, on le trouve en Europe, en Amérique, en Asie, le temps que le type B, on le trouve en Afrique. Alors, il n'y en a pas d'association spécifique avec un type de cancer. Ça, je voulais dire que ce n'est pas le type A, il est associé avec le cancer 1 et B avec cancer 2. Non, le type A et le type B euh, sont associés avec les mêmes types de cancers. C'est juste une différence de distribution géographique. Alors, chez les personnes immunodéprimées, on trouve souvent une co-infection de type A et de type B. Et comme on a dit au début de ce cours, la famille de ces virus sont caractérisées par une haute prévalence. Bah, pareil pour le BV, c'est un virus qui est capable d'infecter, ou bien qui a infecté plus que 90% de la population adulte et 30 à 40% de la population à l'âge de 6 ans. C'est un virus excrété dans la salive. Il possède, bah, comme il est excrété dans la salive, il possède une transmission orale et il possède encore une transmission sanguine. Il pourrait être transmis par le lait maternel et les rapports sexuels encore. Ça pourrait être. Donc, ce n'est pas une mode de transmission stricte de ce virus. Alors là, juste une, quelque chose à prendre en considération. On a dit que ce type de virus, il n'est pas dangereux pour les personnes qui ont une bonne immunité. Mais par contre, si vous prenez les nouveau-nés qu'ils ont, nouveau-nés de moins de 40 ans, c'est des bébés qu'ils n'ont pas encore développé, c'est de nouveau-nés qu'ils n'ont pas encore développé un système immunitaire complet. Donc c'est pour ça, vous faites très bien attention de ne pas donner des bisous à ces bébés. Donc comme ça, si vous donnez ces bisous-là, vous risquez de transmettre le virus de l'EBV à ces bébés qu'ils n'ont pas encore développé un bon système immunitaire. Bon, quelqu'un peut me dire, là, le virus, il pourrait être transmis par le lait maternel, mais lorsqu'il est transmis par le lait maternel, même l'anticorps, il est transmis par le lait maternel. Alors, il n'y a pas de souci. Mais si le bébé, il ne prend pas le lait de sa maman, ce qui est malheureusement dans beaucoup de cas maintenant, dans cette époque, alors là, vous risquez vraiment de transmettre le virus à un bébé qui n'a pas un bon système immunitaire encore. La primo-infection, elle est précoce et asymptomatique dans les pays en développement. Alors là, le terme primo-infection, on voulait dire, c'est la première infection, le premier contact avec le virus, la première fois infecté par ce virus. Elle est précoce, asymptomatique dans les pays en développement, donc vraiment dans l'âge de moins 6 ans, et elle est à l'adolescence dans les pays industrialisés. La physiopathologie de l'infection. Donc, comment ce virus, il nous infecte? Quelles sont les étapes que ce virus, il le suive afin qu'il infecte la cellule? Tout d'abord, le BV se développe dans les cellules épithéliales de l'oropharynx et les lymphocytes B. Donc, comme on a dit que c'est une transmission orale par les salives, donc là, le BV, il rentre premièrement en contact avec les cellules épithéliales de l'oropharynx. Après, il va rentrer en contact avec les lymphocytes B. La cycle productif ou bien la cycle lytique, c'est la même chose, deux nominations différentes. Au cours de la primo-infection, peut causer une maladie qui s'appelle le MNI, mononucléose infectieuse, qu'on va la discuter plus tard dans ce cours. L'infection latente, donc, comme on a dit, toutes ces familles de ces virus, ils vont passer tout d'abord par une infection lytique, et comme la personne possède un bon système immunitaire, le virus, il va rentrer en cycle latent. Cette cycle latente ou bien cette infection latente se déroule dans les lymphocytes B qui expriment des protéines virales spécifiques à l'infection latente. Donc, la cellule
où le BV il va rentrer en latence, c'est dans les cellules B. Par contre, chez les immunocompétents, qu'est-ce que ça va se passer? Une infection latente, comme on a dit, s'installe après la guérison, ou bien par la MNI, qui est la maladie reliée à la primo-infection, dans les cellules épithéliales de l'oropharynx, comme on a dit, peut devenir transformante ultérieurement et dégénérer en carcinome nasopharynx. Alors, là, on a euh, le mot transformante. On voulait dire par mot transformante, ça veut dire un virus qui est capable de transformer la cellule d'une cellule normale vers une cellule cancéreuse. Donc, comme le virus, il peut se rendre en latence dans les cellules de l'oropharynx, là, il peut causer le carcinome nasopharynx. À partir des lymphocytes B, cette transformation des lymphomes de type hodgkinien et non hodgkinien. Et là, comme on a dit, le deuxième type de cellules où le BV il est capable de rentrer en latence, c'est les cellules B. Et lorsqu'il rentre en latence dans ces cellules B, là, il risque de causer des lymphomes de type hodgkinien et les non hodgkiniens. Alors là, ce sont les maladies chez les sujets immunocompétents, les sujets normaux. Par contre, chez les immunodéprimés, là, il y en a des transformations avec des syndromes lymphoprolifératifs variés. Là, vraiment, on a vraiment le risque d'avoir beaucoup plus de risques de cancer. Là, une schématisation de la physiopathologie de l'infection. Là, ça commence l'infection là. C'est le premier contact de virus avec nous. Et la rentrée en contact avec l'épithélium, comme on a dit, de nasopharynx. Là, comme c'est la première infection, le virus, il va rentrer en cyclitique, il va se multiplier et il va donner naissance à plusieurs virions, à plusieurs nouveaux virus. Là, une fois le virus il a rentré dans ce cycle lytique, là, ça va activer toute une réponse immunitaire. Là, le système immunitaire, il va rentrer en jeu et le virus, il va se retrouver devant deux solutions. Ou bien il va continuer à se répliquer. Dans ce cas-là, le système immunitaire va l'arrêter, va le, va le tuer, va le dégrader, donc ce qui n'est pas quelque chose de logique à choisir par le virus. Donc, par contre, ici, le virus, il va prendre le deuxième choix qui est de rentrer en latence. Comme on a dit, pendant la cycle, le cycle de latence, le virus, il va arrêter de se répliquer, il va exprimer juste quelques protéines qui va le permettre de rester en latence. Et comme on a dit ici, la latence, elle va se dérouler dans les cellules B. Par contre, on a plusieurs types de latence, comme vous voyez ici, latence de type 3, latence de type 1, 2, latence de type 0. Là, ça va changer avec le type des cellules B. On a les cellules B germinales, on a les cellules B réservoirs, natives, actives, etc. Selon les types des cellules B, le virus il va changer le mode euh, d'expression, pardon, de latence. Alors là, c'est un petit peu ce qu'on a dit. On ne va pas la réexpliquer. Je vais passer directement vers le cycle lytique. Alors là, ce qui se passe, on a dit, le cycle lytique, elle va se passer où? Elle va se passer dans les cellules épithéliales de nasopharynx. Là, tout d'abord, comme vous voyez ici, le génome viral est décapsidé et il a passé à l'intérieur du noyau. À l'intérieur du noyau, il va commencer à exprimer ses protéines. On a les protéines IE, euh, immediate early, les early proteins et les late proteins, qui vont faire quoi? Ils vont faire le capsid. En même temps, le génome, il va se répliquer, donc il va donner naissance à plusieurs capsides ainsi que plusieurs génomes. Ce génome et ce capside, ils vont s'associer pour donner naissance à des nouveaux virus, ce qu'on appelle les virions. Donc ça, c'est d'une manière un petit peu simple, le maximum simple possible, qu'on peut expliquer le cycle lytique. Par contre, dans le cycle latent, qu'est-ce que ça va se passer? Vous remarquez que le génome du virus, il va devenir un génome circulaire. Avant, au début, on a dit le bébé il est caractérisé par un génome ADN double brun linéaire. Là, lors du cycle latent, le virus il va passer en structure circulaire. Là, on a les deux extrémités, les TR, les terminal repeat, les extrémités, ils vont se rejoindre pour le virus, il passe, son génome, il passe sous forme circulaire.
Cette forme circulaire, elle va lui permettre de s'échapper des, euh, des mécanismes de réparation d'ADN. On a plusieurs enzymes dans notre noyau qui va dégrader n'importe quel ADN linéaire qui circule à l'extérieur du chromosome. Alors, afin d'éviter ces enzymes, qu'est-ce qu'il va faire le virus? Il va se circulariser afin de s'échapper de ces protéines de dégradation. Et il va faire exprimer des protéines, ce qu'on appelle les protéines de latence. Bon, voilà, quand vous voyez, on a les protéines LMP, EBNA, EBER, etc. Donc, ce qui est essentiel pour nous, c'est qu'il va exprimer plusieurs protéines qui s'appellent les protéines de latence. Donc, ce ne sont pas des protéines de structure, c'est juste une protéine de latence qui va permettre à ce virus de rester en latence. Comme on a dit dans le schéma qui explique la physiopathologie de virus, on a dit que le virus possède plusieurs types de latence. Ce qui va changer le type de latence, c'est l'ensemble des protéines exprimées lors de cette latence. Donc, par exemple, vous voyez la latence de type 0, on a seulement les EBER qui sont exprimés. Par contre, en latence de type 3, ben voilà, on a une full profil d'expression, on a toutes les protéines de latence sont exprimées. Infection cellulaire. Donc, le récepteur, où le virus il est capable de se fixer, c'est une protéine qui s'appelle CD21. Donc, c'est une protéine qu'on le trouve, c'est un récepteur qu'on le trouve dans les surfaces des cellules B. Le mufter, c'est quoi les glycoprotéines qui vont se fixer sur ces CD21? Ce sont les glycoprotéines GP350 et 220. Ça, les GP, les glycoprotéines 250 et 220, ce sont des glycoprotéines qui se présentent aux surfaces de l'enveloppe virale. Après, on aura une fusion entre l'enveloppe virale et la membrane plasmique externe de la cellule qui va permettre la pénétration de nucléocapsides dans le cytoplasme. Donc, l'enveloppe, il va rester à l'extérieur de la cellule et c'est la capside qui va rentrer à l'intérieur de la cellule. Après, un complexe nucléoprotéique transporté vers le noyau, comme on a dit, où dans le noyau, il aura la synthèse virale des nouveaux virions. Donc, contrôle de l'infection, comme on a dit, c'est l'immunité cellulaire, c'est lymphocyte T qui va rentrer en jeu afin de répondre à l'infection, sans rentrer trop dans les détails de la réaction immunitaire. Je pense que vous avez eu un cours de l'immunologie en haut et en large. Donc, je vais essayer de profiter le maximum de temps que j'ai afin d'expliquer les mécanismes viraux et non pas expliquer des mécanismes de réaction immunitaire cellulaire et humorale. Alors, quelles sont les pathologies associées à l'EBV? Comme vous voyez, on a la mononucléose infectieuse qui est associée avec la primo-infection. Chez les personnes immunocompétentes, comme vous voyez, on n'a que des cancers qui sont associés, le lymphome de Burkitt, Hodgkinien, le lymphome NKT, le carcinome nasopharynx, etc. Chez l'immunodéprimé, là, vous voyez, à la place, en plus de ces lymphomes cités, chez l'immunocompétent, on a encore des syndromes de post-crève, par exemple, la leucoplasie ou orale chevelue. Donc, plusieurs pathologies en plus sont associées avec l'immunodéprimé. Donc là, vous voyez juste une représentation schématique de plusieurs types de latence. Et chaque type de latence, il est associé avec quel type de cancer. Là, on a ce diapo, il parle de la mononucléose infectieuse. Alors, c'est une maladie qu'on trouve chez les adolescents, puisque la première fois qu'on est en contact avec ce virus, c'est normalement pendant l'adolescence. C'est rare où on trouve une personne qui a 30 ou 40 ans et qui n'est pas encore infectée avec le BV. Alors, elle est généralement, heureusement, asymptomatique chez l'enfant, plus fréquente dans les pays développés, moins que les pays non développés. Sa période d'incubation, c'est 30 à 50 jours. Je pense maintenant que vous êtes très bien au courant de ce que ça veut dire une période d'incubation. Ça veut dire euh, c'est la durée entre la première fois qu'on est infecté par le virus et l'apparition des symptômes cliniques. Alors là, cette période pour ce virus-là, elle est entre 30 et 50 jours. Donc, les syndromes à type malaise, fatigue, céphalée, ça prend à peu près 5 jours. Donc, c'est court, c'est pas beaucoup. Et la phase d'état est une fièvre prolongée, 10 à 15 jours. Ça peut avoir une fièvre prolongée de 10 à 15 jours.
accompagné d'une angine. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu une pharyngite, c'est un petit peu une infection grippale. Bon, ce sont des symptômes caractéristiques de beaucoup des infections virales. Alors, lorsqu'on développe les symptômes grippales, ce n'est pas toujours forcément une infection grippale. Il y en a beaucoup de virus qui peuvent causer les mêmes symptômes qu'une infection virale, grippale, pardon. Donc là, la primo-infection MNI, on a parlé. Je vais essayer d'y aller le maximum possible vers euh, bon, bah, diagnostic, ça c'est important. Je suis en train d'essayer de zapper le maximum des choses de ce cours pour qu'on aura juste les choses les plus essentielles pour vous. Alors, le diagnostic, ça c'est très typique comme beaucoup des virus. Alors, c'est ou bien par un test basé sur réaction anticorps-antigène, IgG, IgM, euh, ce que vous connaissez maintenant comme le test rapide pour le coronavirus. Donc, c'est un test qui va regarder si la personne porte les IgG, les anticorps spécifiques à cette infection ou pas. Donc, ou bien, on peut regarder, donc comme on a dit, on peut regarder les IgG et les IgM, ou bien on peut regarder, faire le test de PCR. Donc, du test de PCR, là, on cherche le génome viral. Si le génome viral il est là, la PCR elle va sortir positive, ce qui va indiquer la présence de ce virus-là. Euh, J'espère que vous avez bien compris ce virus-là. J'ai essayé de l'expliquer avec la manière la plus simple, sans rentrer trop en détail. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous en prie, s'il vous plaît, de les poser sur le groupe de WhatsApp. Et si vous trouvez que vous avez besoin d'une séance sur Zoom en direct, bah, n'hésitez pas qu'on fixe un rendez-vous pour qu'on discute les choses plus en détail ou bien pour clarifier des choses que peut-être que je l'ai expliqué vite fait. Donc, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.